Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toutes les équipes de la fédération, on est ravis de vous retrouver pour nos rendez-vous visio du lundi, le moment où on prend une heure ensemble, comme vous le savez, pour parler de la vie de nos établissements, qui est un moment important pour aborder différents sujets que vous propose la fédération. Aujourd'hui, on va parler d'une étude qu'a lancée la fédération sur les rapports que les Français équitants et non équitants ont vis-à-vis des loisirs et plus particulièrement, vous en doutez, de l'équitation. On va vous présenter tout ça. Mais pour introduire cette visio aujourd'hui, on a la chance d'avoir le président de la Fédération française d'équitation, Frédéric Bouix, à qui je vais passer la parole. Merci Julien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc pour cette effectivement visio mensuelle. Le sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé l'étude Kantar. Pour resituer un peu l'objectif, c'était d'actualiser les données de la fédération d'une manière très générale et à la fois très précise sur les attentes des Français vis-à-vis du cheval, leur vision qu'ils avaient du cheval en général et leurs attentes en particulier vis-à-vis de la pratique équestre et donc de l'équitation au milieu des autres loisirs et des autres sports en général. Vous verrez le détail tout à l'heure. C'était important d'actualiser ces données car nous n'avions pas eu d'études complètes depuis 2007, donc depuis un certain temps. On avait des ressentis, on avait des études partielles, segment par segment, mais en tous les cas, l'idée c'était d'avoir une vision la plus complète possible, la plus objective possible. Vous verrez avec des échantillons très larges, très complets pour que cette étude ait une véritable signification et surtout qu'elle vienne appuyer en début d'Olympiade le projet de la Fédération française d'équitation qui est déployé bien sûr avec le relais des comités régionaux et départementaux. Particularité de cette enquête, effectivement, c'est qu'il y a un volet territorial car parmi les tendances, observer si certains territoires ont cette tendance, on va dire, plus affirmée ou au contraire s'ils ils résistent pour que, si c'est issu de bonnes pratiques ou de comportements particuliers, on puisse en faire profiter en tous les cas l'ensemble des établissements équestres. Voilà, ces résultats, ils vous ont été partiellement diffusés à travers l'AREF, ils vont faire l'objet de publications régulières comme cette visio aujourd'hui. L'idée, c'est qu'ils viennent alimenter l'ensemble des outils de la fédération. C'est pas de livrer une enquête, elle fait plus de 100 pages ou 120 pages, nous dira peut-être Emma tout à l'heure. Mais en tous les cas, c'est qu'elles viennent alimenter les réflexions sur les différentes cibles, les différents publics, et qu'on s'en serve à la fois dans les éléments de communication, mais aussi pour construire les outils de la fédération en direction des différents publics et notamment les travaux du comité cheval. J'en profite pour saluer la présence de Marine Vincendo, la présidente, et du comité poney présidé par Céline Scritori. Voilà, je vais laisser la parole aux différents intervenants que je remercie pour cette préparation. Bonne visio à toutes et tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Président. Alors, pour dérouler cette visio, nos intervenants aujourd'hui que vous connaissez, Emma Laondès du service FFE Développement et Mathias Hébert de la Direction Technique Nationale qui vont vous présenter à la fois les résultats, les contenus et vous présenter tous ces chiffres. N'oubliez pas, c'est une présentation de ces résultats de l'étude. Ce qui est intéressant pour nous dans nos clubs, c'est d'imaginer après, au moment où on présente les choses, c'est ce que ça rapporte pour à l'échelle de nos structures, de nos cavaliers, de nos recrutements. C'est toujours très intéressant. La visio, elle sera en replay. Donc, s'il y a pas mal d'infos qui passent, vous pourrez bien sûr les reconsulter. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous avez le chat qui vous est ouvert. Soit on vous répond directement, soit on consolide les questions et on les pose à la fin à nos intervenants pour y répondre à la fin de cette visio. Et bien sûr, si vous souhaitez prendre la parole à la fin, vous le pourrez naturellement. On ne fait pas plus long pour rentrer dans le vif du sujet. Je passe la parole peut-être à Mathias et je vous souhaite une excellente visio. Bonjour à tous, merci Julien, merci Président pour ces propos introductifs. Voilà, donc effectivement, on va revenir sur cette enquête Kantar qui est très volumineuse et l'un des enjeux, c'était de vous la proposer dans une version qui soit le plus efficiente possible pour vous pouvoir la réemployer et avoir ces grands éléments en tête pour conduire vos établissements voilà, en étant informé de ces éléments. Quatre parties, on reviendra effectivement sur voilà, la construction de l'enquête et le travail prospectif de la fédération. Et après, on a une approche du général au particulier. Donc, on va commencer par la perception des Français par rapport aux loisirs, l'image du cheval et de l'équitation et les applications
envisagées par rapport à la pratique de l'équitation. Comme le disait le président, la dernière enquête de cette nature, ou en tout cas qui balaye un spectre aussi large et un périmètre comparable, elle date de 2007. Pourquoi la reconduire maintenant? Ben, on sait que une génération, c'est entre 20 et 25 ans. Voilà, 2007-2026, on est à 20 ans. Et c'était vraiment l'enjeu de remettre à plat les connaissances statistiques, bien que le travail prospectif de la fédération, il a continué par petites touches, mais qui était plus de l'actualisation. Et là, on est sur reposer à plat les éléments d'enquête, d'études et de statistiques qui permettent justement d'avoir une vision claire de l'état du marché. Et c'est particulièrement important parce que, comme toute activité humaine, le marché du loisir sportif, il répond à un certain nombre de cycles. On en a parlé, voilà, au gré des générations, les attentes bougent, évoluent. Il en est des loisirs sportifs comme d'à peu près tout phénomène sociétaux. Et donc, on voit bien que le modèle qu'on a développé depuis les années 70 et qui a participé au développement exponentiel de l'équitation en France, il commence à être questionné. C'était important aussi de se questionner à la lecture d'une dynamique de croissance qui s'estompe, hein. Les dernières années de croissance anté-Covid, c'était 2012. Après, on a connu un bon rebond post-Covid, mais on voit bien que ça s'effrite un tout petit peu. Et donc, forcément, c'est pertinent de se dire quelles peuvent être les raisons de cet effritement, en tout cas d'avoir cette approche demande par rapport à ça. Et elle s'inscrivent aussi, cette étude, elle s'inscrit aussi dans des changements démographiques de fond. C'est-à-dire qu'on voit que depuis 2008 et aujourd'hui, et sans discontinuer depuis 2023, et on n'a pas les chiffres 2024-2026, mais on est sur une dynamique constante de décroissance de la natalité en France. Ce qui fait qu'il naît de moins en moins d'enfants en France, alors même qu'on sait qu'il était le principal réservoir de développement des établissements équestres, et avec des impacts assez directs, y compris sur le fichier fédéral, puisqu'on s'aperçoit que le nombre de licenciés mineurs, c'est les deux courbes que vous avez sur le croquis de gauche en orange et en bleu marine, diminue à la différence des tranches d'âge des majeurs de manière indifférenciée, qui, elle, est sur une croissance légère et constante de 2012 à aujourd'hui. Et une des interrogations aussi, c'était, voilà, enfin, un des enjeux, c'était de se dire comment on se positionne. Alors là, on n'est pas encore dans l'enquête Kantar, mais je trouve intéressant de vous partager ici la pyramide des âges de l'activité de loisirs sportifs en règle générale et celle de nos activités à nous. Alors, on voit qu'il y a des comportements qui sont comparables, hein, c'est-à-dire que la sportivisation des jeunes est supérieure à celle des adultes. Par contre, on voit que la dichotomie homme-femme et surtout le ventre mou chez nous, qui est autour des 21, on va dire 21-30 ans, c'est quelque chose qui ne s'observe pas dans les autres sports. Donc, ça veut dire qu'il y a du potentiel sur cette population-là qu'il faut aller conquérir. Et c'est ce à quoi nous aide l'étude Kantar, c'est-à-dire quelles sont les attentes potentiellement de ces gens-là, est-ce qu'on y répond ou pas pour retrouver des leviers de croissance différenciés. Et en préambule de cette enquête, on s'est appuyé sur d'autres études, et notamment celle de l'Ipsos en avril 2024, dans laquelle il est démontré que le marché des loisirs et du sport est en pleine croissance, puisqu'en effet, 68% des Français pratiquent une activité sportive et qui sont prêts surtout à y consacrer de plus en plus de temps, puisque en 2024, on était à 4 heures par semaine, soit 2 fois plus qu'en 2012.
Et là où il y a une vraie opportunité, c'est que grâce au télétravail, il y a une certaine flexibilité qui s'est créée et qui permettent à 65% des actifs de pratiquer en semaine. Donc voilà, ça permet vraiment de resituer le contexte dans lequel se présente cette enquête Kantar et les éléments qu'on va vous partager. C'est-à-dire qu'on est une activité légèrement décroissante dans un marché qui lui-même est en croissance, d'où la nécessité de se réinterroger pour essayer de voir si c'est conjoncturel ou structurel et surtout vous donner les clés, je dirais, à l'institution fédération, mais également à vous, dirigeants de club, pour identifier où sont les améliorations potentielles à apporter à la manière dont on envisage nos activités pour retrouver cette dynamique de croissance qui a caractérisé nos activités à nouveau de 70 à 2012. Alors, pour ce faire, on a interrogé plus de 10 000 personnes, dont 5 012 répondants issus d'un panel représentatif de la population française et 5 649 répondants issus du fichier FFE, donc des pratiquants licenciés. On les a ensuite identifiés et catégorisés en plusieurs types de profils. Donc, vous voyez une grosse part de pratiquants. On a aussi des réfractaires, donc des personnes qui ne souhaitent pas pratiquer. On a des adultes non réfractaires, donc des personnes à aller potentiellement chercher pour les convaincre de pratiquer. On a des parents réfractaires pour leurs enfants et des non réfractaires pour leurs enfants. Donc là aussi, c'est intéressant parce que ça va être des parents prescripteurs de la pratique. Et enfin, via les parents, on a pu interroger les pratiques, en tout cas les habitudes des enfants pratiquants réguliers. Voilà, tout l'enjeu de cette enquête, c'était de positionner l'activité effectivement par rapport aux pratiquants, mais aussi aux non-pratiquants. Et c'est la complémentarité en fait de ces différents profils qui va faire la richesse, de l'enquête. Sur ce profil de la population française, c'est tout l'intérêt de travailler avec un organisme comme Kantar, c'est-à-dire qu'eux ont des panels qui sont, on va appeler comme représentatifs de la population française. C'est-à-dire qu'au travers de cet échantillon de 5000, en fait, on retrouve toutes les personnes caractéristiques de la population française dans leur diversité, réduit à un échantillon de 5000, mais ce qui permet d'avoir une vision réelle de l'état et réelle de l'état de la situation. Donc là, vous avez le profil de la population française. Voilà, si on prenait la population dans son ensemble, eh ben, on aurait un profil qui correspond globalement à ça, plus étendu. Et le profil des licenciés FFE, on ne va pas s'attarder dessus, vous le connaissez, mais à nouveau, on a essayé d'être relativement représentatif pour avoir justement ces deux panels qui vont se répondre par rapport aux différentes questions posées et voir s'il y a une altérité en fait entre les attentes des licenciés et les attentes des non-licenciés, enfin des pratiquants des licenciés et des non-licenciés, et voir où se trouvent les dualités entre ces deux types de profils. Alors, cette enquête, elle nous a amené à un premier questionnement qui est: est-ce que les loisirs font toujours recette auprès de la population française? Et comme vous en doutez, la réponse est oui, puisque pour 66% des Français, les loisirs sont importants dans leur quotidien. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le cœur de cible est assez jeune, puisque l'importance de ces loisirs, elle grimpe à 77% chez les moins de 35 ans, qui, eux, vont vraiment être très sensibles du coup, à leur équilibre de vie, à leur bien-être. Et pour près de 40%, les loisirs pardon, sont presque indispensables à leur bien-être mental et physique. Alors, ça paraît un peu simpliste comme question, mais dans un contexte, je veux dire, de tension économique, de sensibilité géopolitique accrue, mais c'était vraiment important de valider ça parce que c'est le point de départ de nos activités, c'est-à-dire est-ce que le loisir fait toujours recette? Et après, pour rentrer dans une approche peut-être plus qualitative, ce qui était important, c'était d'identifier par rapport à ces loisirs quelles sont les attentes des Français sur ces loisirs. C'est-à-dire, je vais faire un loisir, mais pourquoi au final je vais faire un loisir?
Et on s'aperçoit donc que le principal levier, c'est vraiment le plaisir, c'est le fun, c'est voilà, la motivation numéro un. 52% de la population et 59% chez les non réfractaires à l'équitation. Donc, vraiment à prendre en considération que cette recherche de plaisir est un levier principal. Un autre levier qui est particulièrement intéressant pour nous et qui doit nous amener à cultiver cette richesse-là, c'est la santé mentale. Il est aujourd'hui assez clairement établi que la relation animale participe à une bonne santé mentale. Et ben, c'est sans doute quelque chose qu'il faut encore plus aujourd'hui qu'hier mettre en avant. Et pour l'ensemble des publics, on a souvent tendance à utiliser la capacité de médiation de l'animal pour un public spécifique. Or, il s'avère que pratiquement un Français sur deux qui cherche à pratiquer un loisir le pratique dans la perspective de cette santé mentale. Football, on sait y répondre assez bien. Et puis l'enjeu de déconnexion, le temps pour soi et la rupture avec le quotidien. Et à nouveau là, on est sur des leviers qui sont en cohérence avec la nature même de nos activités. Donc, non seulement les loisirs font recette, mais en plus, les attentes par rapport aux loisirs sont relativement cohérents avec les activités que nous proposons, enfin que vous proposez dans vos clubs. Lors de cette enquête, on s'est aussi intéressé aux habitudes de pratique. Donc, on a vu que 40% des Français faisaient du sport au moins une fois par mois, ce qui amène quand même vers une pratique régulière. Et puis, on s'est aussi intéressé aux leviers de motivation et on a vu que le collectif pouvait être un levier pour les activités de plein air et de sport. Donc, dans les activités de plein air, on peut aussi englober tout ce qui est camping et d'autres activités variées. Et pour le sport, 63% déclarent pratiquer une activité sportive en couple ou en groupe. Et ces données-là, ce sont des choses importantes pour nous, puisqu'on est souvent perçu comme un sport individuel. C'est vrai qu'on nous dit souvent que l'équitation, c'est le seul sport individuel qui se pratique à deux. Et c'est cette notion-là de collectif que nous, on va devoir travailler et garder en tête dans nos activités, puisqu'on est capable de proposer du collectif et de le mettre en avant. OK. Parmi les éléments également sur lesquels on a interrogé, c'était la place de la nature autour comme valeur connexe à ces activités de loisirs. Et à nouveau là, ça a été un grand oui de l'ensemble des deux panels, à la fois de nos équitants, mais ça, on s'en doutait un peu, mais aussi du grand public. Je pense que c'est une dynamique que tout le monde a en tête. On a vu le rebond post-Covid, etc. Il se traduit là. Mais c'est assez fort. Enfin, je veux dire, en termes de verbatim, 64% des Français estiment avoir un besoin vital de nature. Et c'est même 72% chez les parents pour leurs enfants de donner accès à la nature. Euh, et là, je pense qu'il faut qu'on soit éminemment... faut vraiment qu'on porte cette valeur de nature. Et parfois, dans les échanges qu'on a avec les clubs, certains s'en sentent un peu éloignés, mais il faut vraiment être décomplexé par rapport à ça, puisque c'est pas très joli, mais de par nature, notre activité est nature. À partir du moment où vous mettez des gens en relation avec un animal, peu importe le lieu, alors si c'est voilà, comme sur la photo, je dirais, sur un environnement très ouvert, bah, bien sûr que ça va être très évident. Par contre, à nous, éducateurs, de rattacher cette notion de nature avec la notion d'animalité et dans nos contenus pédagogiques, dans nos contenus éducatifs, c'est des choses qui sont vraiment à valoriser, aussi bien pour les pratiquants adultes, mais aussi pour les enfants. Et c'est un dialogue à avoir avec les parents des enfants sur ce sujet-là, que le contact avec l'animal est un premier élément de naturalisation de nos activités. Effectivement, comme le dit Mathias, on a toutes les cartes en main pour aller chercher de nouveaux cavaliers et fidéliser déjà les pratiquants qu'on a dans nos clubs, puisque dans l'équitation, on tient de nombreuses promesses qui sont l'accès à la découverte du vivant, le contact avec la nature, mais tout ce qui est aussi pratique sociale, puisqu'on parle souvent de nos clubs comme des lieux de vie, des lieux où les personnes se retrouvent et pratiquent ensemble.
Et aussi, on propose bien sûr une activité plaisir. Donc tout ça, on les retrouve dans nos clubs, donc c'est une bonne nouvelle. Et ça nous conforte dans nos axes de développement et de communication qui sont déjà portés par la fédération depuis quelques temps. La question suivante, une fois qu'on a abordé les loisirs, voilà, c'est celle du cheval. Voilà, quelle place le cheval a auprès des Français? Et c'était important de réinterroger 20 ans après la population parce que depuis, on a voilà, cette petite musique d'interrogation perpétuelle de nos activités, le- la minorité animaliste qui se déploie, etc. Et donc, ça nous semblait vraiment important de repositionner cette place du cheval. Et là, à nouveau des bonnes nouvelles. Je ne l'ai pas dit au démarrage, mais on a presque que des bonnes nouvelles à vous donner aujourd'hui. Le capital amour pour le cheval, il est toujours là. 73% des Français déclarent aimer beaucoup ou adorer les chevaux et 41% des non-réfractaires adorent les chevaux. Il est à la troisième place de l'animal préféré des Français, derrière le chien et le chat, qui est plus communément partagé par la population. Donc, de ce point de vue-là, l'image positive du cheval, elle était vraie il y a 20 ans, elle est toujours là, elle s'est même peut-être renforcée, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, dans les verbatims, à nouveau, hein, on retrouve des verbatims qui sont très fortes de ce point de vue-là. Le cheval, il est caractérisé par majestueux dans 94% des cas, bienveillant 88%, intelligent 91%, sensible 92%, fiable dans les mêmes proportions. Par contre, un des enseignements de l'enquête, et ça c'est plus vrai aujourd'hui qu'hier, c'est une évolution qui est notable, même si l'environnement global est hyper favorable, il y a quand même des indicateurs à prendre en considération. 66% trouvent le cheval intimidant et 28% vont même jusqu'à le juge comme dangereux. Ça ne doit pas nous arrêter. C'est pas grave en soi, c'est que effectivement, d'une génération à l'autre, on est de plus en plus éloigné, je pense, de la vie rurale, de la présence avec les animaux, et c'est pas anodin d'être mis en relation directement avec un animal qui fait voilà, 10 fois son poids la plupart du temps, que ce soit pour les poneys pour les enfants ou les chevaux pour les adultes. Ça doit vraiment, par contre, nous alerter sur le fait que la mise en relation sur les premières séances et la dédramatisation de l'animal, la prise de connaissances nécessaires pour évoluer autour de l'animal en sécurité est un aspect qui est peut-être aujourd'hui beaucoup plus prégnant qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années et qui doit vraiment être pris en considération dans notre projet pédagogique, dans notre projet éducatif, notamment dans le recrutement des nouveaux cavaliers, qu'ils soient enfants ou adultes. Je pense qu'on peut avancer, on a à peu près tout dit sur cette partie-là. Alors bien sûr, après, on s'est interrogé sur l'équitation dans l'esprit des Français, à savoir comment on était perçu. Et encore une fois, bonne nouvelle, puisqu'on est socialement très bien accepté par la population française. 74% des Français ont une image positive de l'équitation en général. Donc à nous de continuer à véhiculer une image positive de nos établissements et de notre sport. Et par contre, on a remarqué une perception assez différente pour les Français qui nous perçoivent avant tout comme un loisir, puisque comme vous avez pu déjà l'entendre, le cheval fait tout et puis l'équitation n'est pas un sport. Mais ça passe aussi par l'image qu'on peut renvoyer auprès du grand public. C'est vrai que les images qu'on diffuse, ça va être souvent des balades, des cavaliers au pas, heureux, qui flânent. Et c'est pas une image négative, mais enfin, ça contribue en tout cas à conserver cette image loisir. Alors que chez nos licenciés pratiquants, l'image, elle est assez différente, puisque pour 80%, on est bien un sport. Et cette différenciation, elle doit vraiment être prise en compte dans l'approche des primo-licenciés que vous accueillez, puisqu'il faut savoir que ces personnes-là, elles vont peut-être d'abord venir pour du loisir et pas du sport. Et dernier point, pour les seniors, l'équitation va plutôt être vue comme un art,
Donc, c'est peut-être quelque chose à aller chercher, une part de marché, en tout cas avec des nouveaux produits. On va pouvoir vraiment travailler sur la culture équestre. En complément, c'est pas, enfin, une autre information qui n'est pas dans ces slides-là, mais dans les loisirs sur lesquels les Français sont capables de mettre le plus de moyens, c'est vraiment ces loisirs culturels, intellectuels. Donc, il y a aussi un enjeu au travers de cette notion de culture, de déploiement artistique pour cette population des seniors, dans la mesure où le niveau de vie en bonne santé dure, bah, c'est un potentiel à aller conquérir et bien prendre bien avoir conscience que cette dimension culturelle peut être un levier de recrutement, même s'il n'est pas forcément si simple que ça à activer. Sur les points forts reconnus, notre mixité, bon, les valeurs positives développent le sens des responsabilités, permettent de mieux comprendre et s'occuper des chevaux, développent l'entraide, l'esprit d'équipe. Voilà, on répond très largement aux attentes des Français par rapport à ça. Par contre, on a toujours des freins qui existaient, qui sont toujours là. Le jugement élitiste, voilà, attention dans notre approche, hein, se rappeler que les Français donc, ont une perception davantage loisir, qui viennent à leur activité pour du fun. Ça doit vraiment être pris en considération. Et puis, ce côté exigeant qui nécessite une grande maîtrise, qui nécessite une bonne condition, c'est des choses dont on peut un peu s'enorgueillir, mais qui, in fine, paraissent assez contre-productives dans la promotion de nos activités pour recruter des nouveaux cavaliers. Et puis ensuite, on s'est interrogé si c'était facile pour quelqu'un qui ne pratiquait pas de rentrer dans un club. Et la réponse, c'est que c'est pas si évident que ça. On a quand même une base solide puisqu'on est perçu comme un lieu de confiance, 87% un lieu pédagogique, 83% un lieu sécurisé. Les parents n'ont pas de mal forcément à nous laisser leurs enfants. Mais il y a quand même 40% de la population qui va se sentir mal à l'aise dans nos établissements. Parfois, on peut être perçu un peu comme des clubs privés. C'est vrai qu'on a un univers assez spécifique avec des termes qui ne se connaissent pas forcément. Donc ça va être vraiment primordial dans la notion d'accueil, notamment, de faire en sorte que la personne qui vient pour la première fois dans un établissement, elle se sente rassurée, en confiance. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur tout ce volet d'accueil, d'accompagnement et de visite de nos établissements. Mais alors, bonne nouvelle encore, 68% des Français perçoivent positivement les clubs. Et un petit warning là-dessus, c'est que les non-pratiquants, non-réfractaires ont quand même une meilleure image des centres équestres que les licenciés FFE. Donc là, c'est quand même un petit point de vigilance à prendre en compte. Je pense qu'on a pas mal de pédagogie aussi à faire là-dessus. Mais voilà, c'est un chiffre qu'on voulait quand même vous partager. Le profil des pratiquants d'équitation, voilà, qui est tiré de cette enquête, s'il ne nous apprend pas énormément de choses, on se serait douté des résultats qu'on obtient. Par contre, il est très opérant pour vous, notamment dans vos campagnes de communication. Si vous devez cibler des profils, eh bien, ces slides-là, en fait, vous permettent de façon assez précise, notamment sur les outils numériques de prospection, voilà, d'être sur des cibles qui sont cohérentes avec les pratiquants que vous voulez aller démarcher. Et on a fait la même chose sur les profils des parents d'enfants pratiquants. À nouveau, enfin, voilà, si vous deviez sponsoriser une campagne de communication quelle qu'elle soit, eh bien, c'est pareil, pertinent d'aller chercher plutôt des femmes entre 35 et 49 ans. Voilà, et vous allez être sur des PCS plus. Et ces éléments-là, en fait, sont des outils guides à avoir une prospection qui soit de qualité et relativement ciblée par rapport à nos profils cibles. Donc, le portrait robot du cavalier, hein, c'est une pratique qui reste très féminine, 80% des femmes, 20% des hommes, avec une grande régularité. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Mais en gros, plus les gens sont impliqués dans la pratique, plus cette recherche de régularité est importante et avec un rôle toujours prépondérant à convaincre les parents pour assurer le recrutement des jeunes enfants qui restent les principaux prescripteurs. Et dans cette enquête, on a pu voir des attentes qui sont quand même différentes de la part de nos licenciés réguliers.
et de nos cavaliers qui sont plus occasionnels, puisqu'on a une disponibilité temporelle qui est complètement différente. Vous allez voir que les licenciés réguliers, ils acceptent à 43% des séances de 2 à 3 heures. Donc là, nos séances assez classiques leur conviennent. Mais par contre, pour les occasionnels, bah, à 75%, ils privilégient des séances de moins de 2 heures. Donc, à nous d'adapter nos formats, de les rendre peut-être plus flexibles. On voyait tout à l'heure l'essor avec le télétravail, des disponibilités, des agendas qui sont plus souples et qui peuvent se pratiquer en journée. À nous de proposer peut-être d'autres produits qui peuvent être attractifs pour ces occasionnels. Et en complément, on évoquait bien évidemment la régularité de la pratique et on s'aperçoit que la régularité de la pratique, si elle est une ressource et si elle est demandée par nos pratiquants, elle peut par contre être un frein au recrutement. Et ça, c'est vraiment un élément fort de cette enquête, c'est que les temps de pratique sont assez déstructurés par rapport à ce qu'ils ont pu être. Et on voit que l'offre de loisirs sportifs, hein, elle s'est largement densifiée, mais sur des pratiques relativement flexibles. Et c'est quelque chose que le public attend désormais, y compris de nos activités, de pouvoir venir ponctuellement consommer de l'équitation. Et donc ça, c'est des choses qui sont... euh, euh, voilà, on ne va pas se voiler la face du point de vue du dirigeant et de l'organisation globale du club, le fonctionnement hebdo très structuré, etc., est un socle qui restera le socle majoritaire. Pour autant, dans une démarche de recrutement, avoir des approches de pratiques plus ponctuelles, plus occasionnelles, plus flexibles, semble être, et sur des temps, comme le disait Emma, relativement courts, semble être vraiment une approche voilà, importante à déployer et qui va nécessiter de nous réorganiser un tout petit peu pour pouvoir accueillir ces gens-là sur ces formats-là. Tout à fait. Et au niveau des attentes, on a vraiment des attentes qui sont différentes puisque nos cavaliers réguliers, ils viennent avant tout pour le lien avec le cheval. Et après, on aura ces notions de plaisir et de bien-être mental notamment. Alors que l'occasionnel, il va plus rechercher l'émotion, le plaisir immédiat. Et puis après, le lien peut-être avec l'animal, le cheval est plus vu comme un moyen de parvenir en tout cas à cette expérience. Quand on parle d'occasionnel, après, ça peut être des personnes qui pratiquent 3 à 4 fois dans l'année, avec parfois beaucoup de régularité et de fidélité dans la structure en tout cas. Et il faut savoir que plus il est occasionnel, finalement, ce cavalier, plus il est dans un environnement concurrentiel qui est fort. Donc, à nous aussi de différencier notre offre. Et c'est un enjeu de recrutement qui va être assez important pour vous. Bah, le sentiment des pratiquants, voilà, on est sur à nouveau des verbatims fortes, hein, épanouissement, liberté, apaisement. Voilà, donc je pense que ça, on a aujourd'hui les moyens de répondre à ces attentes-là au travers de la diversité des activités, la diversité des pratiques. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à poursuivre. Et donc, vas-y. Non, non, vas-y, pardon. Et donc, comme on le disait, hein, la flexibilité, à contrario de l'engagement, aujourd'hui, l'inscription annuelle, euh, à nouveau, quand on est dans une recherche, quand on est dans une stratégie de recrutement de nouveaux cavaliers, de mettre à cheval ou de remettre à cheval des gens qui montaient, cette approche d'inscription annuelle, elle est sans doute peu pertinente et il y a une vraie demande sur de la flexibilité, davantage de flexibilité à la carte avec des séances un peu plus liberté. Donc, un des enjeux, c'est comment est-ce que on va être capable de se structurer pour répondre à cette attente occasionnelle et comment on va être capable, non pas d'avoir un client pour occuper un créneau, mais d'avoir une diversité de clients pour occuper ces créneaux. En fait, pardon, après, on a refait un petit focus sur le club. Et pour rien vous cacher, on s'attendait à ce que le digital et les réseaux sociaux soient vraiment la première porte d'entrée pour une personne qui chercherait de l'information et sur votre établissement. Et on s'est rendu compte que 50% des intéressés se rendent directement au club. Donc c'est là où en fait on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que la première impression, la première rencontre et l'accueil est décisif dans une prise de décision de recrutement. Ensuite, on a quand même 30% qui vont consulter votre site web. Donc là, l'importance de mettre à jour vos informations
et puis même vos réseaux sociaux, vos dernières publications, vos plannings de stage, pour que tout soit à jour, pour qu'ils aient un sentiment vraiment de confiance. Et puis bien sûr, votre page Google My Business, qui est tout à fait importante, puisque 30% consultent les avis. Et enfin, on voit que le lien social, donc faire une belle promotion en tout cas de la vie de votre club, c'est important, puisque pour 46% des Français, le club motive la régularité. On voit que motiver, comme on l'a dit tout à l'heure, en groupe, en famille, entre amis, c'est un levier de motivation. Comprendre les freins, voilà, on les a évoqués, hein, le coût, cette dimension de sécurité et cette dimension de est-ce que je ne suis pas trop vieux, etc., d'accessibilité, elles sont vraiment importantes. Aujourd'hui, on les connaît. Sur la sécurité, voilà, vraiment, à nouveau, ce n'est pas neutre pour quelqu'un qui viendrait chez vous de se mettre à cheval, donc ça doit être organisé. Sur l'âge et l'intérêt, euh, à nous d'adapter l'offre, mais il faut convaincre au travers d'autres leviers que celui de la pratique que l'équitation est accessible. Et après, sur le coût, j'ai envie de dire, on pourra faire tout ce qu'on veut, on restera une activité à un coût supérieur à d'autres. Par contre, on s'aperçoit que plus les gens sont engagés dans la pratique, plus ils sont prêts à pratiquer régulièrement et plus aussi ils sont prêts à mettre cher. Donc vraiment, identifier ces deux profils de clients, c'est-à-dire le client qui est déjà régulier et celui que je cherche à recruter, pour avoir des accroches coûts qui soient en cohérence avec les demandes et sachant qu'après, c'est le parcours pédagogique et le parcours de progression qui fera on pourra les amener à consommer davantage. Alors, si on récapitule, le club idéal de demain, il serait capable de proposer de l'expertise à ses cavaliers, de s'ouvrir vers l'extérieur en créant une vraie communauté pour donner envie au grand public de rentrer dans le club. Et enfin, de proposer une pratique hors compétition, puisqu'on sait que dans nos licenciés, on n'a que 20% qui pratiquent la compétition, donc ce n'est pas un levier de recrutement. Et il y a peut-être des offres nature, en tout cas, comme le disait Mathias, à travailler, ou des offres un peu plus flexibles qui viendraient en complément des offres traditionnelles que l'on propose déjà. Donc, ce qui ressort de l'enquête, c'est que l'idée, c'est pas de se dire on abandonne les enfants, au contraire, puisque c'est les enfants qui font notre socle, mais c'est de se dire que les leviers de croissance sont peut-être plus sur cette population-là qui est de moins en moins nombreuse, mais qu'en revanche, on a une cible à fort potentiel, qui sont les adultes non réfractaires, qui sont des gens qui ont du temps, voilà, qu'on peut situer entre 35 et 65 ans. On a un rééquilibrage en plus du potentiel au niveau genre, c'est-à-dire que ce souhait d'être, enfin, ces adultes non réfractaires qui sont prêts à se mettre à cheval, on est à 55% des femmes, 45% des hommes, donc ce qui nous permettrait un rééquilibrage de notre pyramide des âges comme on l'avait vu, et qui sont vraiment un levier à fort potentiel, qui sont vraiment le levier à fort potentiel qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien aller chercher. Et donc, on a fait une petite extrapolation, hein. Si on vendait une prestation d'équitation à chacune de ces personnes qui disent être OK pour avoir une activité équestre dans l'année, pour 20 € par personne, on serait à 50 millions de chiffre d'affaires retombés sur l'ensemble des structures, avec des demandes donc, qui tournent autour du besoin d'autonomie et de nature. Attention, l'autonomie, ce n'est pas partir libre. Enfin, l'autonomie, elle se retrouve partout, mais quand on creuse un peu, en fait, c'est de l'autonomie encadrée, une demande de flexibilité, de mixité et voilà, un âge ciblé, c'est-à-dire que c'est une population qui n'envisage pas de se mélanger forcément avec des enfants et sur des durées qui sont relativement courtes dans un premier temps, au moins à l'accès. L'autre cible, c'est les parents prescripteurs. Voilà, on voit qu'ils sont les mêmes. Et une donnée qui est hyper essentielle, c'est que si les parents sont déjà engagés dans la pratique, ils vont être encore plus prescripteurs. Mais cette photographie, c'est la photographie des parents à aller rechercher pour recruter des jeunes enfants dans nos clubs. Et donc, ces parents prescripteurs, hein, c'est eux qui, au-delà de l'envie de l'enfant, vont être déclencheurs de la pratique. Le frein budgétaire, bah, c'est auprès d'eux qu'il faut les travailler, d'où aussi penser pour ces enfants-là à avoir des entrées dans la pratique
enfin des clés d'entrée dans la pratique qui soient économiquement accessibles. Et après, c'est de par la valeur ajoutée qu'on va être capable de partager avec eux, de leur communiquer et par l'engagement éducatif qu'on va prendre vis-à-vis de leurs enfants, qu'on va être capable d'augmenter ces tarifs. Par contre, la notion de praticité, hein, ces parents prescripteurs, ils sont la seule différence avec les adultes, c'est qu'ils ont des enfants, mais ils sont aussi en attente davantage de flexibilité par rapport à nos modèles dominants actuels. Donc, les leviers stratégiques, hein, c'est ceux qu'on a évoqués tout au long de la visio. C'est vraiment des formats autant que faire se peut flexibles sur des activités. On n'oublie pas, les gens viennent pour du fun et du loisir. Et c'est euh, voilà, c'est au travers de leur parcours de cavalier qu'à un moment donné, ils vont aller vers davantage de technicité. Mais d'abord, c'est une prise en main agréable, facile et le plus fun possible, avec une stratégie tarifaire adaptée et à nouveau pas considérer que cette mise en relation avec l'animal aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui doit être vraiment encadré sur les premiers niveaux de pratique, y compris chez les enfants. Donc, la synthèse du plan d'action, communiquer plaisir et nature, créer des produits d'appel occasionnels, c'est-à-dire des produits qui vont permettre de faire venir ces gens-là, et puis après, de l'occasionnel, on va réussir à construire la régularité, mais vouloir leur vendre de la régularité à tout prix dès le départ, c'est sans doute une erreur stratégique. Avoir un club qui soit davantage ouvert et incluant, y compris pour les non-cavaliers, et la fidélisation et puis la montée en gamme des produits qu'on va être capable de vendre, ils vont venir par la prise d'expérience et par la capacité qu'on va avoir à convaincre à chacune de nos interactions avec les cavaliers. Merci Mathias, merci Emma.